Première question, comment ça va? Comment tu vis ce confinement en tant que sportif de haut niveau? Ça commence à faire long là déjà, on va dire. Mais c'est vrai que quand tu as l'habitude d'aller t'entraîner 2 fois par jour et que tu n'as même pas le droit de sortir, c'est un peu dur. Maintenant, on s'adapte. J'ai mon préparateur physique qui m'a ramené un vélo d'appartement pour pouvoir rester en forme, quelques appareils. Mais voilà, faut rester créatif, ruser d'ingéniosité pour réussir à bien occuper les journées, mais on s'adapte. Oui, parce que c'est à ce niveau-là, ce niveau physique, ça va. Là-dessus, tu peux encore garder le rythme, même si tu te maintiens à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est sur le côté technique, peut-être, purement, que ça va Purement coincer. spécifique, ouais. Oui, bah là, du coup, les coachs nous ont clairement dit que vu qu'on n'avait pas de visibilité sur une reprise en avril ou en mai, que ben, l'escrime, voilà, on laissait de côté. De toute façon, on était tous dans la même galère. Donc, même ne pas faire trop de sport, quoi. C'est clairement, c'est le mot. Penser à se reposer parce que de toute façon, là, on n'a aucune visibilité. C'est vraiment juste se maintenir un peu en forme pour ne pas arriver complètement cramé à la reprise. Mais c'est vrai que niveau escrime, là, on est clairement en mode pas d'escrime, même si ça nous manque. Moi, je fais un peu de déplacement de temps en temps sur mon balcon qui fait 10 mètres, mais sinon non, pas trop. T'avais quoi comme programme dans les semaines à venir niveau compétition? Bah, le week-end qui vient de passer, on devait avoir la dernière sélective pour les Jeux. Nous, ce qui était bien, c'est qu'on venait de qualifier l'équipe 15 jours avant, donc on n'avait pas ce souci-là. Mais par contre, on avait encore 3 compètes avant les championnats d'Europe, dont une qui était sélective individuellement au niveau interne, puisque l'équipe de France est qualifiée, mais après, qui fera partie de l'équipe? Il nous restait donc la compète la semaine dernière et une en avril qui devait déterminer les 3 qui tireraient l'individuel au jeu et la remplaçante. Ça, du coup, pour l'instant, maintenant, on n'en sait rien du tout. Parce qu'en tant que. Alors, tu es championne du monde en titre, hein, si je dis pas de bêtises. Non, on a fait championne du monde en 2018 et vice-championne du monde en 2019. Ah, ok, c'était comme ça. Il me semblait que c'était l'inverse. Ah, oui, donc là, en fait, t'as pas de ticket. Parce que si t'es champion du monde, t'as un ticket direct pour les JO ou même Non, pas? pas du tout. Même pas, ok. Non, nous, la qualif, en fait, elle se passe sur un an de mars, du coup, de mars 2019 à mars 2020. Il y a 5 Coupes du Monde par équipe, plus les championnats d'Europe, plus les championnats du monde. Et à la fin de ces 7 compétitions, les 4 meilleures nations sont qualifiées directement. Et après, c'est la meilleure par continent. Ok, Donc, il y a 8 équipes. alors, je reviens très longtemps en arrière. À Ouais. quel moment tu as décidé de choisir l'escrime? Parce que c'est un sport qui n'est pas forcément commun, c'est pas le plus médiatisé non plus. Ouais, non, alors complètement par hasard. En fait, ma mère avait inscrit mon grand frère à un stage omnisport au SUC l'été pour occuper un peu les enfants. Et moi, j'ai accompagné, mais j'avais pas l'âge en fait. Et en fait, quand j'ai vu mon frère partir, j'ai dit à ma mère que je voulais faire pareil. Et elle me dit non, non, allez, on rentre. Et là, je commence à pleurer, à dire non, je veux rester, je veux faire. Donc, j'avais déjà un fort caractère. Et le directeur du stage a dit bah, qu'est-ce qui se passe? Ma mère, elle dit bah, elle veut rester, mais elle n'a pas l'âge. Il dit oh, c'est bon, on la garde une journée. Et puis, si ça se passe bien, on la garde. Donc, ça se passe bien. Donc, finalement, je fais le stage en entier. Et dernier jour, du coup, il y avait de l'escrime. On fait une compétition et je bats tous les garçons. Et du coup, le directeur du stage, qui était maître d'armes, est allé voir ma mère pour lui demander si ma mère voulait pas que je vienne dans le club pour essayer parce qu'il estimait qu'il y avait quelque chose à faire avec Ok. cette petite. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 6 ans et demi. 10 ans et demi, ok. Et c'est trop 6 jeune, ans. hein. Ah, 6 ans 6 et ans et demi. demi, ouais, j'allais dire Oui. parce que 10 ans et demi, ça faisait pas. Non, Je non, non. trouvais ça un 6 peu. ans et demi. Ouais, ouais. Il fallait avoir 7 ans, mais bon. D'accord, ouais, Allez. bon, vous avez un peu triché là-dessus. Voilà. Et tes premières compétitions? J'ai pas trop de souvenirs sur les toutes premières. J'ai des photos. Mais en fait, à l'époque, je faisais du fleuret parce que le sable féminin Ok. n'existait pas. Donc, j'ai commencé par le fleuret. J'étais pas très, très, très bonne. Et quand j'avais fait la compétition au stage, je faisais du sabre. Donc, d'où l'impact que ça a fait quand j'ai changé. Mais quand j'ai basculé directement, que le sabre féminin est apparu, 2 ans après, je fais championne de France. Et enfin, c'est une arme qui correspondait beaucoup plus à ma personnalité, à mon caractère, un peu plus impulsif, un peu plus explosif. Et là, j'ai commencé à vraiment, vraiment m'amuser beaucoup plus sur les premières compétitions, quoi.
Pour le grand public qui comprenne bien, c'est quoi la différence entre le fleuret et le sabre, hein, en quelques mots? Alors, vraiment ces trois sports, on peut dire différents parce que bon, alors l'épée c'est simple, il faut toucher avec la pointe, on peut toucher partout. Il n'y a Ok. pas de priorité, donc c'est pas un sport de convention, c'est-à-dire qu'il y a une lampe, il y a un point pour celui qui allume, il y a deux lampes, il y a un point pour chacun. Le fleuret et le sabre, c'est deux sports de convention, donc on est vraiment jugé par un arbitre sur des priorités. Le fleuret, pareil, on touche avec la pointe, mais on touche que le tronc du corps. Et le sabre, on touche tout ce qui est au-dessus de la ceinture, mais avec le tranchant de la lame. Et les deux sont en rapport avec la convention, donc celui qui a la priorité met le point. Donc c'est pas parce qu'il y a deux lampes qu'il y a un point pour chacun. Si les deux font la même chose, il n'y aura pas de point en fait. C'est vraiment un sport de convention et c'est là où c'est pour ça que c'est un peu plus dur à faire en sorte que ça soit médiatisé, ce sport. Ok. Sur ton profil sportif, j'ai vu que tu étais droitière. Est-ce que les droitiers affrontent les gauchers? Est-ce qu'il y a des catégories à ce niveau-là ou comment ça fonctionne, hein? La seule catégorie qui est, c'est l'âge. Sinon, Ok. il n'y a pas de différence entre gaucher et droitier. C'est vraiment, voilà, à partir de 20 ans, bah, tu passes senior. Donc, tout le monde se rend compte que tu fasses 1,90 m ou 1,60 m, que tu pèses 100 kilos ou 60 kilos. Il n'y a pas de différenciation sur ce côté-là, que tu sois droitier ou gaucher. Il n'y a pas de différenciation. Et quand tu affrontes une gauchère, ça change rien dans l'approche, dans le travail? Ça change plus parce qu'il y en a beaucoup moins. Nous, dans notre groupe de 12 à l'INSEP, il y en a deux. Donc, on est 10 droitières pour deux gauchères. Donc, c'est vrai que ça change totalement l'entame d'un match puisque les trajectoires ne sont pas les mêmes. On sait qu'un gaucher a des bonnes parades. Donc, ben, il va falloir ruser un peu plus d'ingéniosité sur l'approche des touches. Donc voilà, on rencontre moins souvent des gauchères et c'est souvent ça qui nous pose le plus problème. Et c'est pour ça que toutes les championnes olympiques actuelles sont gauchères, quoi. D'accord, ok. Ton meilleur souvenir en tant que sportive? J'en ai deux en fait. C'est ma première médaille internationale qui était à Strasbourg au Rhenus, au championnat d'Europe où on fait vice-championne d'Europe. Et ça faisait 5 ans que j'étais en équipe de France et qu'on galérait à faire des quarts de finale, à pas passer les quarts de finale. Et voilà, ça a été ma toute première médaille internationale et elle s'est faite à Strasbourg devant ma famille, mes proches. Donc ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et bien entendu, le titre de championne du monde qu'on a dû aller chercher parce qu'on en avait marre de gagner des médailles d'argent, des médailles de bronze. Donc c'est deux médailles complètement différentes. La première, c'était l'explosion de joie, ça y est, c'était enfin la première. Et l'autre, c'était, il y en avait marre des médailles d'argent et des médailles de bronze. Et puis celle-là, on était vraiment allé la chercher de belle manière. Qu'à l'inverse, hein, désolé de remuer le couteau dans le plaie, mais ton pire souvenir? Les Jeux Olympiques, ça a été vraiment une étape très dure parce que toute la saison, on fait podium. On est dans les clous pour monter sur le podium au jeu. On est préparé. Et vient les Jeux. Individuellement parlant, ben, c'était déjà une déception de perdre 15-14 sur la vice-championne olympique. Mais ça restait quand même des résultats corrects en termes français. Et par équipe, par contre, on perd sur l'Italie, on prend une branlée clairement. Et là, ça a été la descente un peu aux enfers, quoi. Moi, j'ai pris du temps, j'ai mis du temps, j'avais envie d'arrêter. On m'a forcé à revenir. Du coup, j'ai mis des conditions. J'ai dit c'est mort. Si je reviens, je fais pas que de l'escrime, mais je vais aller travailler. Donc j'ai dit 2 jours par semaine, vous me verrez pas, c'est mort. Il faut que j'aille bosser, il faut que j'aille faire autre chose. Et pourtant, ça a été une de mes meilleures saisons individuellement. Mais ça reste un gros échec parce que on n'était pas venu pour ça. Et au final, on est reparti sans rien. Et quand tu dis que les Jeux, c'est tous les 4 ans, ben, je pense que c'est encore plus dur à encaisser au niveau des émotions. Justement, bah, tu m'as devancé, hein, j'allais te poser la question, est-ce que tu as connu des moments de doute dans ta carrière? Là, tu as répondu quand même en grande partie. J'en ai eu quelques-uns, notamment en 2013. En fait, on faisait pas de résultats. Mes entraîneurs commençaient à me dire, donc en 2013, j'avais 25 ans. Mes entraîneurs commençaient à me dire que j'étais trop vieille et que si je faisais pas un résultat, ils allaient me virer.
Donc, Ouais. ouais, à 25 ans, quand on te dit que tu es trop vieille et que les jeunes derrière elles poussent et que si tu fais pas un résultat, ben, tu vires, bah là, tu te poses des questions et tu te dis, bon, bah, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je vais passer à autre chose, je vais penser à ma carrière professionnelle en dehors de l'escrime. Et finalement, ben, ça a été peut-être un boost. Je fais un peu de podium en Coupe du Monde en individuel, chose que j'avais jamais fait. Et ce qui s'est passé à Riva aussi, c'est que les coachs se sont fait virer après les championnats du monde. Et l'année qui a suivi, je fais 3 podiums en indiv et on fait vice-championne d'Europe, vice-championne du monde. Donc au final, je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas lâcher, mais je pense que j'étais pas la seule responsable non plus dans cette histoire. Donc ça, c'était un moment de doute et après les Jeux où je m'étais dit que j'arrêterais et puis finalement je me suis dit mais en fait c'est pas possible, ton rêve c'est d'être championne olympique, donc tu vas bouger ton cul et tu vas y aller quoi, tu vas retourner pour 4 ans et puis finalement pour 5 ans. Là aussi, tu m'as devancé. Tu disais que quand tu avais 25 ans, tes entraîneurs t'ont dit que tu étais déjà un peu vieille. Aujourd'hui, tu en as Ouais, 30 d'après ce que je vais j'avais en vu. avoir 32 la semaine prochaine. 32 la semaine prochaine, bon courage. Euh, Ouais. Jusqu'à quel âge on peut faire de l'escrime à très haut niveau? En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge tant qu'on est motivé et passionné. Après, pour une femme, c'est un peu plus délicat parce que moi, j'avais décidé d'arrêter donc après Tokyo 2020 pour notamment fonder une famille, penser à autre chose. Et c'est vrai que ça remet un peu en question tous mes projets. Mais de plus en plus, les femmes qui font un enfant reviennent derrière et sont même voire plus performantes. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'âge en fait. Tant qu'on est motivé, qu'on a la volonté, qu'on est passionné. Quand je vois Mélina Robert-Michon qui a 40 ans et qui se dit bah, peut-être que les Jeux 2021 vont me faire continuer jusqu'à 2024, tu te dis ouais, c'est pas une question d'âge en fait. Clairement, c'est une question de motivation et de volonté. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Tant qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a la volonté d'aller au bout et d'avoir des rêves et des objectifs précis, on peut continuer. Tu parlais en parallèle de privilégier à un moment donné ta carrière professionnelle en dehors du sport. Est-ce que l'escrime, en tant qu'escrimeuse, parce que justement, il y a aussi des disparités entre le sport masculin et féminin, est-ce que tu arrives à en vivre? Oui, moi j'ai la chance de faire partie des rares personnes qui en vivent. J'ai des contrats d'image, j'ai des sponsors. J'ai notamment la ville de Strasbourg et la région aussi Grand Est qui m'aident financièrement et mon club. Donc, tous ces aspects-là font que j'ai la possibilité d'en vivre, mais si je fais pas de résultats, j'en vis pas en fait. Donc, c'est aussi des primes de résultats quand tu fais championne du monde. Bah, tu n'as pas une prime de 400 000 euros comme les footballeurs. Hein. Moi, j'ai touché, allez, 10 000 euros sur une prime de championne du monde. Donc, oui, j'en vis, mais il faut quand même que je pense à ma reconversion. Quoi. Je veux dire, j'ai pas une épargne. Je suis pas Bundes, quoi, on va dire. Donc, Parce que justement, il y a quoi? Il y a tout et à ta charge quand tu te déplaces en individuel, par exemple. C'est comme au tennis, ou alors c'est pris en compte par la Fédé, ce genre de choses. en fait, les 4-5 meilleurs, entre guillemets, c'est la fédération qui paye tout. Donc, Ok. déplacement, hébergement, nourriture. Donc, moi, j'ai la chance, vraiment, je le dis, hein, de faire partie de ces 4-5 qui ne payent rien de la saison sur ce point-là. On a la fédération un équipementier aussi, donc tous les ans on a une tenue qui nous est offerte. Donc pareil, c'est du matériel parce que le matériel d'escrime est quand même assez cher. Mm. Voilà, c'est des dépenses que j'ai pas et que d'autres ont et c'est leur club qui doivent payer et voire des fois c'est même les parents qui doivent payer pour qu'elles partent en compétition. Donc ouais, le problème c'est que tout dépend des résultats et c'est là où c'est dur dans notre sport quoi. Donc il faut se battre et il faut réussir quoi. Je reviens juste sur la disparité homme-femme dans le sport de manière générale. Est-ce que dans l'escrime, c'est moindre ou est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça évolue? Nous, c'est assez moindre. Déjà, on a maintenant, il y a 2 femmes qui sont présidentes de fédération avec Nathalie Péchala, mais notre présidente était une des seules pendant un moment. On s'entraîne avec les garçons, ça veut dire que on est dans la même salle, mais on s'entraîne de temps en temps avec eux et on prend beaucoup de plaisir et eux également prennent beaucoup de plaisir à s'entraîner avec nous et ils trouvent un intérêt. On n'est pas ah non, on va pas tirer avec une fille, ça va nous faire chier, clairement non. Euh, mais par contre, on va dire qu'il y a des disparités un peu sur l'arbitrage et le jugement. Ça veut dire qu'en tant que femme, on ne peut pas se permettre
de gueuler sur un arbitre comme les mecs le font. On est tout de suite remis à notre place. Voilà, on aura des critiques un peu sur nos tenues vestimentaires de temps en temps. Mais ça reste, les primes sont les mêmes. On s'entraîne avec notre priorité, enfin la priorité de la présidente, c'était la mixité justement dans le sport. Et on y trouve un grand intérêt à cette mixité, nous, en tout cas. Donc, je pense qu'on est mieux lotis que dans certains sports, je pense. Okay. Est-ce que je peux me permettre la question de savoir professionnellement, l'après, est-ce que tu y penses déjà, tu pensais déjà avant, donc aujourd'hui, vers quoi J'y pense, ouais, j'y pense. Bah, maintenant, ça va être retardé d'1 an. C'est vrai que j'étais en contact avec quelques entreprises pour travailler dans le milieu de l'événementiel, dans le marketing. Là, je suis encore en contact avec une entreprise pour être un peu leur ambassadrice sportive et commerciale dans leur boîte. Donc, en fait, je suis pas fixée sur un métier, je suis pas fixée sur un domaine. Je suis ouverte aux propositions et aux opportunités. Une chose est sûre, c'est qu'après les Jeux, je vais avoir besoin de 3-4 mois pour voyager. Voyager différemment que ce que j'ai l'habitude de j'allais faire. dire, parce que tu as beaucoup voyagé déjà. Ouais, mais c'est pas pareil. On n'a pas le truc de se dire, faut pas que je marche trop, sinon je vais être trop fatiguée. Voilà, là, c'est vraiment voyager, découvrir le monde d'une autre manière, des cultures différentes et profiter aussi du temps ailleurs que ce que j'ai eu l'habitude de faire. Et après, par contre, on pensera à aller travailler parce qu'il va falloir gagner sa vie aussi. Donc voilà, je suis pas fixée sur quelque chose de précis, mais j'aimerais en tout cas pouvoir partager mon expérience et surtout recevoir de nouvelles compétences que moi je n'ai pas. Et j'aimerais que voilà, ça soit gagnant-gagnant et qu'on en profite des deux côtés. Mais il va falloir que je fasse quelque chose qui ne soit pas derrière un bureau, ça c'est sûr, parce que quand tu as l'habitude de bouger tous les jours, d'être en vadrouille, voilà. Ça fait énormément de sacrifices. Tu habites sur Paris, tu disais, ton club est sur Paris également? Non, moi je suis toujours au Strasbourg Université Club. D'accord, ok. J'ai jamais quitté le club. Par contre, bah ouais, c'est difficile parce que je les vois 1 à 2 fois par an. Quand je rentre à Strasbourg, je vais pas aller m'entraîner, je vais aller me reposer en famille. Donc voilà, mais sinon, toujours fidèle à mon premier club. L'idée, c'est quoi? C'est de revenir en Alsace à terme ou alors c'est très bien Paris? Oui, à terme, je pense que c'est le but, puisque mon conjoint et moi, on a nos 2 familles qui viennent de Strasbourg, donc c'est vrai que ça sera plus pratique pour le futur. Et surtout parce que moi, j'adore Strasbourg, mon conjoint aussi, donc c'est une ville qu'on affectionne beaucoup. Donc oui, au début, je pense qu'on restera sur Paris parce que ça reste jusqu'à Paris 2024, je pense, parce que on sait jamais, hein, on sait jamais, mais Ouais, mais oui, je pense que Paris, pour l'instant, reste le lieu où on va pouvoir travailler correctement. Et à terme, oui, rentrer en Alsace, c'est sûr. Deux, trois petites questions encore. Tu es fan de sport également. On t'a vu donner un coup d'envoi fictif au stade de la Méno pour un match du Racing. Voilà, tu aimes tout le sport de manière générale ou alors tu es une fan du Racing ou comment ça Bah, fonctionne? j'aime le sport en général, mais j'aime particulièrement le Racing. J'étais dans les gradins quand ils sont montés en Ligue 2. Et c'est vrai que donner un coup d'envoi au stade de la Méno, mais wow, c'était mon 2e coup d'envoi. D'ailleurs, Jean-Luc Filzer le sait, à chaque fois que je viens, il gagne. Donc, va falloir me recruter pour donner les coups d'envoi fictifs. Mais ouais, j'adore. C'est une ambiance que nous, dans l'escrime, on ne connaît pas. Et cette effervescence qu'il y a autour des joueurs. Enfin, moi, je trouve ça juste génial. Enfin, c'est familial, c'est convivial quand tu arrives dans le stade et que tu vois les enfants, les mamans, les grands-pères, c'est intergénérationnel. Ouais, moi, ça me fait kiffer. Et je suis aussi la SIG, bien entendu, hein. J'ai aussi donné des coups d'envoi à la SIG, notamment le dernier match de Franck Ntilikina à Strasbourg. Donc oui, j'aime particulièrement tous les sports. J'ai des amis qui sont dans tous les milieux. Mais ouais, le Racing, c'est un seul amour et pour toujours. Donc, on a bien compris, les JO, c'était une priorité aujourd'hui pour toi. Est-ce que tu as encore d'autres priorités dans l'escrime? Non, la priorité, c'est être championne olympique. Il y a que cette priorité-là. Boucler la boucle là-dessus.
C'est ça, terminer un livre qui est bien rempli avec beaucoup d'émotions, mais terminer sur la plus belle note et la plus belle marche, c'est mon objectif et c'est ce que je prépare donc du coup maintenant pendant encore 16 mois. Et qu'est-ce qu'on les jeunes qui voudraient faire ce sport, ou même les moins jeunes hein, qui aimeraient faire ce sport, qu'est-ce que tu pourrais Ouais. conseiller? Bah, il faut savoir que l'escrime, c'est un peu un sport comme un sport d'échecs. Il faut être malin, il faut savoir piéger l'autre. Donc, c'est pas que tic, tic, tac, tac, on va dire, hein, comme souvent on dit. Mais il y a beaucoup de malice et de réflexion dans ce sport. On peut bien se défouler. Mais les choses aussi principales, c'est les valeurs qu'on apprend au quotidien qui sont pas que dans le sport, mais qui se répercutent dans le monde de tous les jours, qui sont le respect, la solidarité, l'humilité. Et je pense que ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour n'importe quel être humain, et que ce soit dès le plus jeune âge et pour la suite aussi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en dehors des JO pour la suite de ta carrière, personnellement, sportivement? Bah, personnellement, j'ai envie d'être maman, donc faire un enfant, ça c'est sûr, et trouver un travail qui m'épanouisse autant que je m'épanouis à l'heure actuelle dans le monde du sport, et profiter de ma vie de retraitée sportive, à pouvoir voyager, profiter de ma famille, profiter de mes proches, aller boire, me mettre un peu une cartouche de temps en temps parce que c'est rare chez nous, mais c'est le genre de choses qu'on ne fait pas au quotidien. Bah voilà, c'est profiter différemment de la vie et que surtout, tout le monde soit en bonne santé à l'heure actuelle. Ouais, c'est vrai qu'on vit une situation assez dramatique, hein, qui est inquiétante, Ouais. et on voit toi qui es sportif de haut niveau où ton corps c'est ton métier, tu Ouais. respectes aussi le confinement, donc c'est important d'envoyer encore une fois ce message parce qu'on ne le dira Ouais. jamais assez. C'est le sport, ça passe clairement en second. C'est sûr que quand j'ai entendu l'annonce officielle que les Jeux étaient reportés, je t'avoue que j'ai pleuré. Mais clairement, on a des priorités et c'est clairement d'éradiquer cette putain de pandémie, que tout le monde puisse revenir à la normale, tout le monde puisse se serrer dans les bras et profiter ensemble. Et voilà. Donc, restons chez nous. Parfait, merci énormément Charlotte. Je te De remercie pour rien. ce bon petit moment passé ensemble et puis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao, Ciao. ciao.